Santé. Santé. Bien de veille. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aller interroger un moine Shaolin. Et oui, je suis chez mes parents à Troyes et maman fait de l'acupuncture avec Michael. C'est le premier occidental à avoir été déclaré, promu, je ne sais pas comment on dit, moine à Shaolin en Chine, où il a appris les arts martiaux mais également la médecine chinoise traditionnelle, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec lui. Nous allons l'interroger sur son parcours, tous ses enseignements en médecine chinoise, les conseils qu'il peut nous donner. Un moine, c'est quand même une personne très sage. Donc nous allons lui demander ses conseils de sagesse pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, etc. J'ai trop hâte. C'est parti, on va rencontrer Michael. Les amis, je viens d'arriver chez Michael, qui doit être encore en consultation. C'est lui, le moine français de Shaolin. Vous vous rendez compte tous les articles qu'il a sur lui? Même avec Jackie Chan. J'entends, il a bientôt terminé. Bonjour Marie, et merci pour la visite. Michael, rentrons dans le vif du sujet en commençant par votre parcours. Je vous ai déjà brièvement introduit avant de commencer cette vidéo ici, mais je me dis comment un champion de BMX déjà, commençons par cela, se retrouve à Shaolin à devenir moine et à apprendre les arts martiaux et la médecine traditionnelle chinoise. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé le judo. J'en ai fait jusqu'à 13 ans. Quand j'allais faire du judo, je voyais des copains avec leur vélo sauter les trottoirs. C'est comme ça que je les ai suivis. Et puis que je suis allé plus loin, à m'investir jusqu'à ce titre de champion du monde. Champion du monde de BMX. Champion du monde de BMX à Cologne en 2001. Vous aviez quel âge? 17 ans. Ah oui. L'année qui a suivi ce titre de championnat du monde, j'ai une rupture des ligaments croisés. Lors de l'opération, on m'a enlevé le ménisque. On a commencé à manquer d'infrastructures et j'ai remis en considération tous mes projets et j'ai commencé à me réintéresser aux arts martiaux de mon enfance. Et au début des années 2000, sans internet, sans téléphone portable, j'achetais des magazines mensuels et un beau jour, sur la couverture de l'un d'entre eux, je vois qu'il y a un moine Shaolin qui est installé à Paris depuis peu, qui donne des cours et qui organise un voyage, un stage de découverte au mois d'août au fameux temple. Moi qui me reprenais de passion pour les arts martiaux, plus particulièrement pour Shaolin, de par ce qu'ils représentent, leur réputation, c'est des moines guerriers légendaires. J'avais très envie d'y aller. Il y avait l'adresse, j'ai écrit une lettre, j'ai envoyé l'enveloppe, il m'a répondu. Je suis allé le voir la semaine suivante. Et à Paris donc? À Paris, oui. Effectivement. Vous êtes de Troyes, nous ne l'avons pas précisé, mais vous êtes troyen, c'est ça? Exact, oui. Je suis de Troyes, né à Troyes, grandi à Troyes. Je me suis débrouillé, j'ai réussi à le trouver. On a discuté des modalités, date de départ, où est-ce qu'on allait, combien de temps ça durait, comment se déroulaient les entraînements. Et à l'issue de tout ça, sans le connaître, j'ai tenté ma chance, j'y ai donné l'argent. J'ai croisé les doigts pour tomber sur quelqu'un d'honnête. Oui. Donc je l'ai rencontré au mois d'avril, on est parti au mois d'août. D'avril à août, j'ai eu un doute tout le long et je suis parti avec lui au mois d'août 2004, 3 semaines. Donc la première année, le temple est en cours de restauration. Donc là, on a été dans une école de kung-fu d'un ami à mon maître, proche du temple. Quand on a visité le temple, j'ai pas pu en voir plus. Je restais un peu sur ma faim et j'ai décidé d'y revenir le plus vite possible. Donc en rentrant, j'ai pris ma licence avec le maître à Paris, Maître Zong, et toutes les semaines, le soir après le travail, je prenais le train à la gare de Troyes ici, jusqu'à Gare de l'Est. Je revenais, je reprenais vite le métro, parce que c'était le dernier train, sinon je dormais à la gare là-bas. J'ai fait ça pendant 6 ans, donc de 2004 à 2010, toutes les semaines. Le week-end, j'y retournais aussi quand il y avait des stages, et avec Maître Zong, donc je suis allé avec lui en 2004, 2005 et 2006 à Shaolin. Alors comment vous avez fait pour y aller ensuite plus longtemps? À chaque retour, j'attendais l'année suivante de pouvoir y retourner. Moi, mon objectif, c'était pas de les regarder en tant que spectateur, c'est de devenir eux, comme eux. Et tout au long de l'année, je m'entraînais, les soirs, le week-end, les vacances, jusqu'à, je voulais atteindre leur niveau. Mon maître me voyait investi, je lui disais comme quoi que cette vie ici ne me correspondait pas, ne me convenait pas, que j'avais envie de vivre mes rêves, comme je l'avais fait à l'époque du BMX, pour devenir champion du monde, faire ce que j'aime, faire ce qui m'inspire. Quel plaisir on a aussi de se réaliser en fin de compte, découvrir qu'on est capable de tant de choses, et le plaisir qu'on a de les accomplir, et de se rendre compte avec le parcours, les épreuves qu'on a dû passer, on prend conscience, connaissance de notre potentiel, on fait face à de dures épreuves, c'est quand on les relève qu'on s'élève. Et c'est comme ça aussi qu'on nourrit la confiance qu'on a en soi et aussi l'estime de soi. Quand on a ce genre de cheminement, le regard et le parole des autres nous importent peu, puisqu'en fin de compte, par nous-mêmes, on sait nous-mêmes ce qu'on vaut. Et ça permet aussi d'apprendre à se trouver en même temps que de se révéler. J'aimerais savoir les valeurs
du monastère Shaolin, ainsi que votre journée type là-bas. Qu'est-ce qu'on vous apprenait du matin au soir? Quelle était votre journée? Alors la journée au temple, elle commence à 5h30 le matin. Vous allez avoir un moine qui fait tout le tour du monastère avec une plaque en bois tenue par une ficelle, après laquelle il va taper avec un marteau. C'est pour réveiller tout le monde. Super. Et là, on sait qu'on a une quinzaine de minutes pour se rendre à la grande salle où se trouvent les offices du matin. Vous avez des grands bouddhas dorés de plusieurs mètres. Les moines s'alignent en rangée. Vous avez les grands encens. D'ailleurs, à Shaolin, c'est très traditionnel. Dans ce hall, ils ont fait le choix de ne pas mettre d'électricité. Il est illuminé de bougies. Ah, la bougie, ça doit être sublime. Vous avez les flammes qui vacillent en dessous de chaque statue. Ça leur donne l'air vivant. Est-ce que vous êtes tous en orange? Alors, les grands maîtres vont avoir un jaune plutôt vif. Les novices, eux, vont être sur un orange ou sur un noir. Le grand responsable, comme l'abbé du temple, va porter par-dessus une grande toge rouge. Ça permet de savoir qui est qui, en quelque sorte, et puis le niveau de cheminement, puisque en Asie, il reste ce qui s'est perdu en France, c'est la préséance des générations. On respecte ses aînés. Bien sûr. Même une personne qui est plus grande que nous, on l'appelle pas par son prénom, on va l'appeler oncle ou tante. Et le terme va encore changer s'il est plus âgé ou plus jeune que nos parents. Donc on a ces déférences qui font qu'on a un très grand respect les uns envers les autres. Et déjà par la manière de se vêtir, on sait qui a quel rôle et quel comportement on doit apporter. D'accord. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites alors le matin? Pendant 1 heure, les moines récitent tous les sutras. Les sutras contiennent l'enseignement du bouddhisme. Alors le bouddhisme aujourd'hui, il est souvent vu comme quelque chose où on s'assoit les jambes croisées, on médite. Le bouddhisme, à son origine, c'est une des premières psychologies de l'humanité. C'est-à-dire comment fonctionne notre psyché, notre processus mental. Les sutras vont recéler les connaissances du bouddhisme, de notre fonctionnement mental, des vertus, de la morale, de l'attitude à tenir aussi. Et le faire chaque matin permet de se remémorer ces principes avant de commencer sa journée et de les vivre tout au long de notre journée. Parce qu'on a tous déjà pris des décisions, vouloir changer, devenir quelqu'un d'autre, faire autrement. On voit que ça tient une période, mais sur le long terme, les choses s'estompent et ça permet de se maintenir sur ce chemin tout au long du processus. Tout s'obtient par discipline. Un champion olympique ne peut pas obtenir sa médaille si pendant 4 ans il ne s'est pas discipliné avec... Parce qu'on retrouve sur votre chaîne le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Et vraiment, on prône les mêmes choses. Beaucoup de gens pensent que le sommeil ne sert à rien, mais le sommeil sert au corps à se régénérer. Oui. Tout ce qui a été sollicité pendant la journée, c'est pendant notre sommeil que le corps va le régénérer. Après les sutras, qu'est-ce que vous faites? Le petit déjeuner, donc on se rend tous dans le réfectoire du temple. Vous rentrez, vous avez un couloir central avec une statue de Bouddha. C'est le Bouddha bedonnant, vous savez. Ah oui, d'accord. Oui, je vois très bien. Et à droite, à gauche, vous avez des lignes de bancs comme ça. Et tout le monde est assis. Donc, première rangée, vous aurez les grands maîtres jusqu'aux plus jeunes et aux novices. Et vous avez des jeunes qui passent avec les seaux de nourriture. Vous allez avoir un seau de soupe, un seau de légumes, un autre qui tient un panier à vapeur, de brioche en vapeur. Et chacun se sert à sa guise. Avant de commencer le petit déjeuner, tout le monde récite un sutra de gratitude d'avoir la chance de pouvoir se nourrir. Donc pendant ce sutra de gratitude, il y a une offrande aussi qui est faite de nourriture, qui est posée à l'extérieur pour les oiseaux, les êtres vivants. Super, c'est symbolique. On partage. Le matin, on aura essentiellement de la soupe de riz, très nutritive. Il y a du riz blanc, du riz rouge, du riz noir. C'est très consistant, ça a un goût sucré naturellement. Très nutritif. On aura différents légumes et des pains à la vapeur. Puisque contrairement à ce qu'on pense, les Chinois ne mangent pas tous du riz. La Chine est un pays qui fait 17 fois la France. On a un climat continental dans le nord, donc ce sera du blé, du maïs qui poussera. Dans le sud, un climat plutôt tropical, où là on aura du riz. Donc Shaolin étant plutôt dans l'hémisphère nord, on a des brioches à la vapeur ou au maïs et des nouilles, nouilles de blé, nouilles de maïs. Ensuite, après ce petit déjeuner? Après ce petit déjeuner et la digestion, c'est le deuxième pilier, la pratique du kung-fu. Donc il est important de faire fonctionner la mécanique physiologique. Ne rien faire, le corps se dégrade, trop en faire, il s'use. C'est dans notre juste milieu qu'on trouvera l'équilibre. Pas le juste milieu, mais notre juste milieu. Qui nous est propre. On n'a pas le même juste milieu à 20 ans qu'à 40 ans, qu'à 60 ans.
Si on est un homme ou une femme, Complètement. la femme vit des cycles menstruels que ne vit pas l'homme, l'organisme n'a pas les mêmes contraintes. Est-ce qu'on est ouvrier aux intempéries toute la journée ou est-ce qu'on est plutôt à gérer en administratif ou autre en intérieur? Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, sans oublier notre patrimoine génétique. Donc voilà, pratiquer avec notre juste milieu. Bien souvent, on n'a pas envie de commencer, mais quand on a fini, on se sent tellement mieux. Bien sûr, avec toutes les hormones. Sérotonine, noradrénaline, donc on va ressentir du bien-être, du bonheur, testostérone, donc on trouve de la force. Ça permet en même temps, quand on est en mouvement, ces muscles qui font bouger notre corps, c'est un peu comme une éponge. Si on ouvre un robinet et qu'on met l'éponge sous l'eau, quand on la serre, qu'on la relâche, qu'on la serre, qu'on la relâche, elle va se dégorger de tout son liquide sale pour absorber le liquide propre. Quand on est en mouvement, nos muscles se contractent, se relâchent, se contractent, se relâchent. À l'image d'une pompe, ils font drainer le sang. Donc toutes les toxines accumulées, soit de l'alimentation ou autre, ça va leur permettre d'être drainées. Et tout ce qui n'a pas sa place dans le corps est évacué soit par la sudation, urine et sel. Donc ça entretient la santé mentale et physique. Et donc après cette séance d'activité physique, 1 heure vous avez dit, n'est-ce pas? Pour le kung-fu, le matin, c'est plutôt 3 heures. 3 heures! Parce que ça demande une telle concentration. C'est pas simplement l'activité physique qui va stimuler nos muscles, c'est aussi une concentration de l'esprit. Et toute personne qui fait ce qu'elle aime, elle le fait sans s'en rendre compte. Prenez un légionnaire, un parachutiste, un commando, oui, c'est vrai que c'est une épreuve, mais lui, il avait envie d'y aller, ça lui plaît ce qu'il fait. Il y en a qui lui diront, mais comment tu fais? Prenez un peintre. Bien sûr. Il va s'enfermer, il peut s'enfermer 8-12 heures dans sa pièce. Il y en a qui vont dire, mais comment tu fais pour être enfermé? Je dis, je comprends pas pourquoi tu me poses cette question, moi je suis bien là. Ah ouais, c'est vrai. On me dit ça avec le montage vidéo, je suis dans un état d'hypnose limite parce que j'aime ce que je fais, je suis dans le flow. Et c'est vrai que on a l'impression que certaines activités telles que le kung-fu vont nous vider et qu'on va être complètement KO à la fin, alors que ça nous recharge, j'imagine, finalement, en énergie. Ça nous recharge, et un peu comme un jeu, je suis content d'arriver à faire ce que j'arrivais pas à faire et de faire mieux ce que je faisais déjà avant. Vous savez, c'est un peu comme cet enfant qui prend une feuille et qui fait un dessin, il fait un effort pour le faire, il tire un peu la langue, puis quand il est fini, il est content de lui. Et puis d'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est ce qu'on retrouve après, le regard des autres, il en a peur, il demande si c'est beau, si c'est pas beau. C'est vrai. Mais lui, il est super content de ce qu'il a fait, il a fourni son effort, il a réfléchi, il a passé son temps, même si c'est 2 heures. C'est notre enfant intérieur, donc je tends la main à mon enfant intérieur. Quand je suis obligé d'être sérieux, je lui dis, tiens, installe-toi là un moment, tu m'attends, je reviens. Et quand j'ai fini d'accomplir ma mission, je lui retends la main, je dis, viens, on va jouer ensemble. Vous n'oubliez jamais votre enfant intérieur. Nous avons tous notre enfant intérieur. Et c'est lui qui fait vibrer notre cœur. Si on le renie, si on ignore, on se meurt de l'intérieur. Et alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui n'arrive pas à comprendre les besoins de son enfant intérieur, qui n'arrive pas à trouver de passion dans la vie ou de choses qui les font vraiment vibrer? Là, on a une solution qui est très simple. Les contraintes de l'existence nous ont menés à être qui nous sommes aujourd'hui. Différentes choses, il peut y avoir différents facteurs. Parfois, c'est le contexte familial, d'autres fois, c'est le contexte scolaire. D'autres fois professionnel, culturel, etc. En réalité, il suffit tout simplement de regarder ce qui nous inspirait quand on était enfant. Il y en a qui aimaient faire de la musique, il y en a qui aimaient dessiner comme on le disait à l'instant, il y en a qui démontaient tout ce qu'ils avaient pour regarder comment c'est fait, ah oui, etc. C'est vrai, oui. On avait tous un truc. À ce moment-là, personne ne nous poussait à faire ci ou à faire ça, on le faisait naturellement. C'est ça qui nous attirait. Instinctivement. Ouais. Et en réalité, il suffit de prendre rendez-vous avec soi-même, c'est-à-dire prendre un moment pour soi et se replonger, s'y remettre. Quand j'étais enfant, ah c'est vrai que je faisais ça, ah mais j'aimais bien aller là-bas, ah parce qu'il y avait ça, c'était pour ça. Et là on se reconnecte avec notre fond intérieur qui nous fait ressentir ce qu'on ressentait à ce moment-là. Très beau conseil, j'espère que ça inspirera ma communauté, mais je n'en doute pas. Et donc après ces 3 heures intensives et plaisantes de Kung Fu, il y a le déjeuner, j'imagine. Le déjeuner, donc le déjeuner à Shaolin est à 11h30. Donc là, on est sur le même schéma que le matin, sauf qu'on n'aura pas de soupe, on sera sur du solide avec du riz. On trouvera toujours différents légumes qui vont accompagner, également avec du tofu, toujours ces brioches. Au monastère, dans le temple, on ne mange pas de viande. Pourquoi on fait ce choix alors à Shaolin d'être végé? Alors parce que au début, c'était
c'était pas ne pas manger de la viande, c'était ne pas tuer. Donc respecter toute espèce vivante, hein. Pourquoi s'approprier la vie de quelqu'un d'autre pour notre besoin personnel? Et après on s'est dit, bah si on doit pas tuer, est-ce qu'on doit pas manger de viande? Mais en fait, il y a deux courants généraux de bouddhisme. Il y a ce qu'on appelle le petit véhicule, Hinayana, où les bonzes vont tous les jours faire l'aumône, comme en Thaïlande, Cambodge, Laos, Birmanie, où là c'est les gens dehors qui leur font offrande de nourriture. Ça, et oui. là il peut vous arriver d'avoir un morceau de poisson ou autre, puisque d'ailleurs ce sont des pays où on mange beaucoup de poissons, et on a une histoire qui illustre ça, qui dit que si l'animal pouvait parler et qu'il voyait le moine, bah, il remercierait de le manger en n'étant pas mort pour rien, plutôt que de le jeter et dire bon bah non, il fallait pas que j'en mange. Tout à fait. Donc Ok. ça c'était le schéma de départ. Alors après le déjeuner, on va avoir 1 heure de digestion, et après cette heure de digestion, ce qu'on va faire va dépendre aussi de ce qu'on a choisi d'étudier au temple. Puisqu'à Shaolin, on a 3 trésors. Ah, quels sont-ils? On les appelle Chan Hui. Chan signifie le bouddhisme, pas dans le sens religieux, dans le sens étudier la psychologie pour élever son niveau de conscience. Le deuxième, Wu, signifie les arts martiaux. Pas dans l'idée du combat, mais de fortifier son corps. Quoi qu'il en soit, on peut pas être un bon combattant avec un corps faible. Et le troisième, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Avec le premier trésor, on élève sa conscience. Avec le deuxième, on fortifie son corps. On dit qu'avec une conscience élevée et un corps solide, quand on va entreprendre quelque chose, rien ne peut nous arrêter. La médecine traditionnelle chinoise, quant à elle, nous permet d'apprendre à nous comprendre, à savoir ce qui nous est favorable et défavorable. Les 3 trésors sont interdépendants. Et si on n'a pas connaissance des 3, ils seront non aboutis. C'est-à-dire, pour l'exemple des arts martiaux, quand j'ai connaissance de la médecine, je sais comment fonctionne mon corps et je sais, suivant ce que je vais faire, ce à quoi ça va aboutir. En élevant mon niveau de conscience, je vais atteindre un niveau de concentration, de perception qui va élever ma pratique des arts martiaux ou aussi dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise et vice-versa. C'est vraiment un triangle vertueux. Suivant ce qu'on pratique à Shaolin, la plupart, naturellement, ils vont pour les arts martiaux. Et il y en a aussi qui sont exclusivement moines, d'autres qui étudient exclusivement la médecine, certains qui étudient 2 des 3, et quelques rares qui étudient les 3 sur les 3. Donc ce qui va se passer aussi, soit le matin ou l'après-midi, dépendra de ce qu'on étudie. D'accord. Et vous, qu'avez-vous choisi d'étudier? Les 3. Oh, formidable! Après, on a un peu de temps libre jusqu'au repas du soir. Le repas du soir, il n'y a pas de rituel comme le matin et l'après-midi. C'est à quelle heure? L'hiver, c'est à 17h30. Ah oui, c'est l'heure du goûter. Ah, et l'été, c'est à 18h. Ah oui. Mais comme on se couche tôt, comme Bien on se lève sûr. tôt, on se couche tôt. À quelle heure vous couchez-vous? Au temple, on évite de dépasser les 21h. D'accord. Quand on sait qu'on doit se lever à 5h le matin, les grosses journées qu'on a, on a 6-7 heures de kung-fu par jour, suivant les périodes. Et est-ce que vous avez des moments de partage avec les autres moines ou, je sais pas, est-ce que vous jouez aux cartes par exemple? Est-ce que vous faites ce genre de choses? Est-ce que vous vous amusez ensemble? Effectivement, on a du temps libre, on se retrouve souvent ensemble. Et d'ailleurs, ça me fait réaliser que quand j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise, en premier, c'est avant les cours, c'est dans les chambres. Ah bon? Ou quand on se blesse avec le kung-fu, eh ben, on va apprendre des différentes méthodes de massage pour relâcher le musculaire avec des mouvements ostéo-articulaires pour replacer les articulations. D'accord. Puis on a aussi beaucoup de partage et moi j'en profitais pour poser des questions. Quel geste de médecine chinoise on pourrait adopter au quotidien pour se sentir bien dans sa tête, dans son corps? C'est très intéressant. En Chine, on utilise beaucoup les massages. Comme on le disait tout à l'heure, ça permet de drainer les toxines et en même temps de faire circuler dans les vaisseaux. Donc un petit geste d'automassage là. On sait que la boîte crânienne contient les moelles cérébrales et les moelles cérébrales vont commander au corps. Tout part de là-haut pour ensuite être véhiculé via la moelle épinière de la colonne vertébrale pour être diffusé jusqu'au membre supérieur, tronc tous et les membre organes, inférieur. d'accord. C'est ça. Et donc, je tourne le dos Allez-y. derrière, sous la boîte crânienne, on sent qu'on a 2 dépressions. Oui. On peut placer les pouces dessus, index ou majeur au niveau des tempes. Et quand en tournant, on va monter fort les 2 vers le haut et en relâchant doucement,
on va stimuler la circulation des artères qui font affluer le sang, transportant les éléments nutritifs qui vont nourrir les moelles. Donc on prend au niveau des tempes, on est au niveau des tissus mous. Ah oui, oui. Par pression, elles vont vraiment créer ce mouvement qui va faire circuler le sang. Comme ça, quand on a mal à la tête, c'est vraiment pratique. Quand on exerce une pression forte, c'est très sensible, ça peut en être douloureux. Et c'est une rotation qui se fait en tirant vers le haut. D'accord. 2 points qui sont locaux. Et en point distal, le pouce et l'index, là où ils se rejoignent, au niveau du deuxième, en haut, quand vous passez votre doigt comme ça, vous sentez une dépression. Et quand vous exercez une pression avec le pouce dessus, vous allez sentir une forte sensibilité. Ce méridien-là remonte le bras et va jusqu'en haut. Et souvent dans les cas de céphalée, si vous combinez ces 2 points avec celui-là, pendant plusieurs minutes, vous avez des chances de pouvoir faire passer. Concernant l'estomac, on sait que c'est ce qu'il va recevoir qui lui fera du bien. Il faut comprendre son fonctionnement. Parce que dans notre mode de vie moderne, on fait des choses qui lui sont défavorables. Les produits industriellement transformés notamment, j'imagine. Notamment, et on a même plus simple que ça. Imaginons un plat en pyrex qu'on sort brûlant du four. Si on verse de l'eau fraîche dessus, il se brise avec le choc thermique. Tout à fait. Ça, c'est de la physique. Nous sommes des êtres vivants. Notre corps a une température interne de 37-38. Un frigidaire, il a une température de 3-4-5 degrés, suivant comment il est réglé. Si là, nous étions dans une canicule à 37-38 degrés à l'image de notre corps, et que nous plongions dans une eau à 2-3-4 degrés, la température d'un frigidaire, on ferait une hydrocution. À partir de là, vous comprenez aisément que notre estomac, qui lui est à 37-38, à chaque fois qu'il va recevoir un produit froid du frigidaire, ça va lui faire un choc thermique à l'image de ce plan pyrex qui se brise, ou comme si nous plongions dans une bassine de glaçons et que tout de suite ça nous saisirait. Donc déjà, on sait que notre estomac, quand il est en difficulté, nous, on va privilégier consommer des produits cuisinés et chauds en température. Vous imaginez votre estomac, c'est une poche, vous avez ce gros volume qui tombe dedans. Ça le refroidit entièrement. Puisque ça a tout refroidi, le corps va générer de la chaleur pour retrouver sa température. Donc si votre corps produit de la chaleur pour retrouver sa température alors qu'il fait chaud, c'est contre-productif. C'est ça. Quand on est mort, on est froid. Quand on est vivant, on est chaud. Le froid, comme la rivière est gelée, fige. Il empêche le mouvement, il entrave à la vie. Il y a beaucoup moins d'êtres vivants au Groenland que là où il y a de la chaleur dans les tropiques. Donc c'est en ça qu'en fin de compte, d'ailleurs vous regardez dans les déserts, 2 endroits opposés du monde, désert de Gobi en Asie, désert du Sahara en Afrique, même s'il fait 45 degrés, quand ils trouvent une eau fraîche, ils donnent le mal de la faire chauffer pour la boire sous forme de thé. Parce qu'ils savent que s'ils avaient avalé de l'eau froide, le corps se sera réchauffé pour retrouver sa température. Et si le corps génère de la chaleur alors qu'il fait chaud, ça ne correspond pas. Ils l'ont compris il y a bien longtemps. Et bien après, les petits gestes d'automassage, deuxième conseil, buvez chaud, mangez chaud. On nous a inculqué depuis pas mal d'années que les douches froides, c'était excellent pour la santé de se réveiller, de prendre une douche froide, et je le faisais aussi. Et c'est vrai que c'est un choc, mais c'est plus pour le côté aller au-delà de ses capacités, contrôler un peu son cerveau et avoir une certaine discipline. Qu'est-ce que vous en pensez des douches froides ? En réalité, ça va dépendre aussi des personnes. On a tous un terrain qui nous est différent. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes, même s'il fait très doux, elles auront encore 3 écharpes et un bonnet. C'est vrai. Il y en a d'autres, même s'il fait 1 degré, vous les verrez la chemise ouverte. Oui. Donc vous avez des métabolismes différents. Et cette histoire de douche froide, pour les personnes qui ont un métabolisme à être régulièrement frigorifié, ça leur sera défavorable. D'accord. En fin de compte, rien n'est jamais ni bon ni mauvais. Dans quelles circonstances, pourquoi, par rapport à qui et comment. Parce qu'effectivement, quand on a la possibilité de notre santé de le faire, ça nous stimule. C'est ça. D'ailleurs, avant qu'on fasse des robinets avec de l'eau chaude, à rentrer dans une rivière, c'était de l'eau froide. Vous voyez, le froid resserre les tissus, retend la peau, tonifie, fait circuler, ouais. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont de nature plutôt frileuse, l'organisme est déjà en train de lutter pour générer de la chaleur. Ils ont ce qu'on appelle des syndromes de Raynaud et autres. Ils ont déjà les extrémités froides, qui ne sentent pas. Et là, on leur dit, il faut que tu prennes une douche froide. Vous voyez, pour eux, ça ne leur sera pas favorable. Donc en réalité, il n'y a pas d'absolu qui est applicable pour tout le monde. Mais c'est vrai que nous, on fonctionne beaucoup comme ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est vrai, c'est soit noir, soit blanc dans notre société. C'est très binaire. Vous le retrouvez sur des plateaux télé, on met 2 personnes avec des avis opposés, puis ils font une joute verbale. Là, vous n'aurez pas plusieurs personnes avec des avis différents qui vont nourrir de manière philosophique, constructive un sujet. Donc tout dépend du cas et de la personne. Santé. Santé.
Cul sec. Bien de bail. Nous parlions des points d'acupression et de l'acupuncture. Est-ce que vous avez étudié cela dans le temple? Pour l'acupuncture, c'est une discipline de la médecine traditionnelle chinoise dans laquelle on a 12 méridiens principaux qui parcourent le corps, Oui. sur lesquels on a plus de 300 points disposés. Donc c'est cela qu'on appelle les points d'acupuncture. Ces points d'acupuncture, ils peuvent être stimulés de différentes manières. Avec une aiguille, on l'appelle acupuncture. Quand c'est une pression avec le doigt, on l'appellera digitopuncture. Ok. Suivant comment on stimule un point, chaque méridien est en rapport direct avec un organe. Donc, à chaque fois que vous stimulez un point, il est en rapport au méridien qui est rattaché à cet organe, et suivant le point qu'on choisit sur ce méridien, il aura différents effets. Par exemple, pour le méridien de l'estomac, qui passe par l'estomac, mais qui lui va courir inférieurement aux jambes, si vous avez des problèmes de digestion ou la nourriture stagne sans pouvoir la transformer, vous allez plutôt aller sur tel point. Si, à contrario, vous avez tendance à aller à contre-courant, c'est-à-dire remontée acide, nausée, bah vous allez utiliser là d'autres points sur le même méridien. Ah oui. Donc les méridiens sont rattachés à un organe, et suivant ce qui se passe à l'organe, on va utiliser différents points. Ensuite, si on n'est pas sur les points des méridiens, mais qu'on est sur le musculaire, en chinois on appelle ça du tuina. On va relâcher les muscles. D'accord. Peu importe qu'on parle d'acupuncture ou autre chose, le principe est le même. Si on allait dans la forêt et qu'on revenait avec une épine, si on n'arrive pas à enlever l'écharde, pour notre organisme, c'est un corps étranger. Oui. Donc lui, il va tout faire pour s'en défaire. Oui. Imaginons que nous ayons une crampe, le muscle il est très raide. Si on était parti en poncture dessus, ça fait passer la crampe. En fait, c'est pas l'acupuncture qui a fait passer la crampe. C'est parce que notre organisme, il a vu un corps étranger, que le muscle raide, le seul moyen de se défaire de ce corps étranger, c'était de se détendre. Ah, d'accord. Donc Ok. vous avez ça par rapport au musculaire. Après, c'est vrai que par rapport au méridien, ça va stimuler sur des flux. Mais il n'y a rien de magique ni mystique, c'est simplement une logique mécanique. Ah, d'accord. Et alors, si on est stressé, qu'on est bloqué intérieurement, comment fait-on? Est-ce qu'on peut se servir de l'acupuncture ou d'un geste en particulier ou une pression pour s'apaiser assez rapidement? Souvent, dans les cas de stress, on a de fortes chances qu'on trouve un lien avec le foie. Ah oui? Différents organes sont associés à différentes émotions. Oui. Quoi qu'il en soit, le foie est ce qu'on appelle le maître des émotions. Et tout ce qui est stress, angoisse, anxiété sont associés. Alors pourquoi cela? Parce que c'est des émotions ascendantes. Quand on s'énerve, ça monte. Quand on angoisse, c'est vers le haut. A contrario, quand on est dépressif ou qu'on pleure, c'est tombant, c'est vers le bas. C'est vrai. C'est pour ça que dans les éléments, le foie il est associé au bois, pas parce que le bois c'est une table et que c'est joli, mais parce que le bois c'est l'arbre et au printemps la sève s'élève. Et d'ailleurs en ce moment on est au printemps. Et dans ce cycle, c'est le foie qui est sollicité. D'accord. Parce que, et d'ailleurs, si on est particulièrement stressé, fatigué en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut drainer le foie, et avec ça, la camomille, par exemple, ou la chrysanthème fonctionne très bien. Parce que dans cette période, nous, en tant que mammifères, dans le cycle naturel, c'est là où toutes les espèces commencent à se reproduire. Parce que les nouveau-nés, il est plus aisé pour eux de grandir pendant la douceur du printemps et la chaleur de l'été que de se reproduire, naître en automne pour grandir en hiver pendant les gelées. C'est pour ça qu'en ce moment, notre système hormonal est très sollicité, qu'il y a de la fatigue, des agacements, aussi énervements. Hormonalement, c'est très boosté. Et pour drainer le foie, il y a une solution très simple qui est donc la camomille, la chrysanthème. N'étant pas des feuilles de thé, elle ne comporte pas de théine. Elle peut être consommée à différents moments de la journée. Matin, midi, soir, quand vous le voulez. Et évidemment, pour un bon foie, on évite de boire de l'alcool. Alcool, tout ce qui est nourriture grasse, les charcuteries, beaucoup de médicaments aussi. La graisse, et se mettre nous-mêmes dans des états d'angoisse, de stress, d'anxiété vont aussi tendre le foie. Puisqu'on parlait de conscience, on a deux types de conscience. Ah oui? La conscience qui dit tiens, là aujourd'hui à tout à l'heure avec Marie, il faut qu'on se voit. Il y a ça, puis après il y a ça, et après il y a ça. Et il y a ce qu'on appelle la conscience du tréfonds. On en a l'image d'un grand jardin dans lequel sont plantées toutes les graines qui font notre personnalité. La colère, la haine, la tristesse, la joie. Les émotions les plus fortes. C'est ça. Et on dit que tout ce qui se passera par les 6 ouvertures arrosera chacune de ces graines. Quand on a tendance à écouter de la musique nostalgique, on va arroser les graines de la tristesse qui vont grandir et qui vont entretenir chez nous un état dépressif. Quand on va aimer jouer à des jeux de guerre, des choses violentes, on va arroser ces graines de la violence, du ressentiment,
Elle va pousser, on entretient et on est un peu dans un état d'esprit de remontrance, de rébellion, etc. Quand on arrose les graines de l'amour, on peut se retrouver émerveillé devant un papillon, une fleur ou le coucher de soleil à l'horizon avec ses teintes et ses nuances orangées en bas du ciel. Et en fin de compte, c'est à partir de ce postulat que ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous consommons est très important parce que ça va arroser les graines du jardin du tréfonds. Celles qu'on arrosera grandira, celles qu'on cessera d'arroser faneront, laissant place à celles qu'on a choisi de privilégier. Vous avez une routine du soir avec des traditions que vous avez conservées du monastère? Moi, j'aime bien le soir, quand j'ai fini, repenser un peu à ce qui s'est passé. Je m'analyse, je vois ce que j'ai fait. J'aime bien être productif. Entre naissance et mort, il y a notre chemin de vie. Et tout ce qu'on fait entre les deux est important. On a l'opportunité d'être là. On aurait pu être vivant sous la forme d'une mouche, d'une poule ou autre chose. C'est bien, mais ça donne pas autant d'opportunités que nous en tant qu'être humain. Personne ne sert à rien. Tout le monde a un talent. On a chez nous, l'être humain, une facilité à la procrastination et c'est ce qu'il y a chez nous-mêmes. Alors que vraiment s'optimiser, il y en a qui sont forts avec leurs mains, qui feront des choses extraordinaires. Il y en a qui sont forts avec leur tête, qui seront créatifs, mais s'impliquer pleinement dans ce qui nous inspire, qui en fin de compte, c'est dans quoi on est doué et qui nous permet de nous élever au plus haut potentiel, c'est aussi honorer l'offrande qu'on nous a fait du trésor de notre existence. Waouh, donc c'est pour ça que pour vous, vous lever à 3h du matin n'est pas difficile parce que vous sentez le devoir d'être productif et plus qu'un devoir, la chance et l'opportunité de pouvoir créer des choses, dont votre livre. Oui, dans mon livre, effectivement, une maison d'édition française m'a demandé au départ de relater mes 5 années à Shaolin. Ce fait exceptionnel d'être devenu le premier occidental à avoir vécu au temple pendant plusieurs années avant d'y être ordonné moine. Et en fin de compte, une fois que ça s'est été fait, c'est parti sur une autobiographie quand la maison d'édition s'est rendu compte de mon passé. Champion du monde de BMX. Non, mais attendez, c'est dingue, on peut jamais s'imaginer ça. Tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait pour devenir, pour atteindre le statut, les médailles que ça donnait. Je le faisais parce que ça me passionnait et en donnant le meilleur de moi-même. Merci beaucoup Michael pour ce moment. Ce fut un plaisir, on n'a pas vu le temps passer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, le compte Instagram, la page Facebook de Michael et puis on va bien sûr acheter votre livre avant ou après l'été. Quand il paraîtra, je vous tiendrai au courant. Merci Marie. Merci Michael.